laisse commencer, ta Ouais. présentation, n'hésite pas. Parler un petit peu de la protection des données. C'est vrai que comme tu l'as dit FX, c'est un sujet qui est assez large. On a plusieurs aspects quand on parle de la protection des données. C'est vrai que le premier aspect qui vient en tête, c'est comment se prémunir un petit peu contre toutes les menaces, qu'on peut avoir face à son NAS, hein. On l'a vu au cours de la crise du Covid et même déjà avant, il y a de plus en plus de menaces, qui vont aller cibler spécifiquement le stockage et les NAS. On l'a vu, pendant la crise du Covid, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été attaqués, notamment par des rançons G-Shell, donc ces fameux ransomware, qui vont aller chiffrer donc l'ensemble des données présentes sur le stockage et demander une rançon contre la clé de déchiffrement. Mais bon, on n'est jamais sûr que même en payant cette rançon, on puisse récupérer cette clé. Et c'est un problème qui touche de plus en plus d'entreprises, hein, puisqu'il y a très souvent des gens qui se rendent compte que du jour au lendemain, l'ensemble des données qui sont présentes sur leur serveur ont été chiffrées et qu'ils n'ont aucune manière de les récupérer. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment identifier un petit peu l'ensemble de ces dangers? Alors de manière générale, moi ce que je dis, c'est qu'il y a toujours 3 manières d'appréhender les menaces et les risques quand on parle de protéger son NAS et son réseau. Alors ça va être en termes de gravité, en fonction du type d'attaque qu'il va y avoir, les mesures à mettre en place ne vont pas être les mêmes. Donc on a, entre guillemets, le risque le plus grave, c'est dans le cas où un attaquant va exploiter une faille de sécurité. Donc en l'occurrence, pour une NAS Synology, ce serait une faille de sécurité de DSM pour nos NAS, ou bien sûr de SRM pour nos routeurs. Après, on a quand même l'avantage que ce type d'attaque soit peu probable, hein, puisqu'on a quand même des mesures de sécurité en place qui nous permettent de combler ces failles de sécurité assez rapidement. On a des mesures en place, hein, auprès de Synology. On a une équipe dédiée qui est localisée à Taïwan, qui s'appelle le PSIRT, donc qui est une équipe de sécurité et de réponse aux incidents. Donc cette équipe-là, son job, ça va être d'identifier les potentielles vulnérabilités dans nos logiciels et de les corriger le plus rapidement possible. Donc elle va analyser bien sûr les différentes vulnérabilités donc dans les composants open source qu'on utilise ou sur nos propres solutions et on va bien sûr tout faire en sorte pour que il n'y ait pas de vulnérabilité sur nos produits. On a d'ailleurs un programme de bug bounty, donc qui est un programme de chasseur de bugs. D'ailleurs, FX, il me semble que tu avais fait un article sur Cachem il y a quelques temps, Tout à où on avait un lecteur français qui avait justement trouvé une vulnérabilité qu'il avait fait. communiquée à Synology et qui avait reçu une compensation monétaire qui était de l'ordre de je crois 3 000 $, quelque chose comme Oui, ça, oui, si c'est je me exact, souviens oui, bien. oui. Oui, oui, plusieurs milliers d'euros, oui, Mmh. tout à fait. Donc on prend quand même la sécurité très au sérieux, hein, et on encourage les gens à nous signaler s'ils pensent qu'il y a une vulnérabilité dans nos solutions. D'ailleurs, la plupart des failles, heureusement, requièrent un accès physique au NAS. Pas toutes, bien sûr, mais une grande partie requiert un accès physique au NAS, ce qui les rend quand même, on va dire, moins intéressantes pour un attaquant à distance. Donc grâce, on va dire, aux outils de sécurité de Synology, grâce à notre équipe en charge de la sécurité et en charge des incidents, on est capable quand même de répondre assez rapidement à ce type de menace. Donc c'est pas ce genre d'attaque qui va généralement poser souci. Le deuxième type d'attaque qu'on retrouve là beaucoup plus fréquemment, ce sont ce qu'on appelle des attaques en force brute, des attaques en brute force. Alors qu'est-ce que c'est une attaque en force brute? C'est tout simplement quelqu'un qui va essayer de se connecter à votre NAS, puisque forcément à partir du moment où votre NAS est disponible sur Internet depuis l'extérieur de votre réseau local, tout le monde peut tenter de s'y connecter. Et donc, il y a bien sûr des personnes mal intentionnées qui vont essayer de se connecter à l'ensemble des NAS qui sont ouverts sur Internet avec, souvent, ce sont des jeux de mots de passe et d'identifiants assez connus. Donc, on a en général admin, et puis tous les mots de passe un peu connus, password, password 1, password 2. Donc, ces personnes vont utiliser des scripts, des robots, pour essayer de se connecter à distance sur votre NAS. Donc alors heureusement, même si les attaques peuvent être fréquentes, on a des manières de bien sûr les déjouer avec des règles que vous pouvez mettre en place, des bonnes pratiques, hein, que vous pouvez mettre en place sur votre NAS, dont on parlera juste après. Et enfin, il y a le troisième risque qui est là non pas émanant du NAS en lui-même, mais du réseau et des appareils autour de lui. Et ça, c'est ce qu'on retrouve généralement lorsqu'il y a eu un cas d'infection par un rançongiciel. Shell. Ce n'est pas nécessairement le NAS qui est en cause, c'est en général un PC, un appareil du réseau local qui a été compromis. Ça peut être quelqu'un qui clique sur un lien sur lequel il n'aurait pas dû cliquer, qui télécharge un fichier qu'il n'aurait pas dû télécharger, et qui se retrouve avec un PC qui a été infecté par un ransomware. En général, ces ransomware vont chiffrer l'intégralité du PC, y compris les partages réseau auxquels l'utilisateur est déjà connecté. Donc, vu que cet utilisateur a la possibilité de se connecter sur le NAS, puisqu'il a accès à certains dossiers du NAS,
le ransomware va considérer ces dossiers du NAS comme un dossier local et va les chiffrer. Ça, c'est souvent un des risques de sécurité qu'on retrouve de manière assez régulière. Donc, bien sûr, on a encore une fois des manières de s'en prémunir. Hein. Et comme on le dit toujours en informatique, votre niveau de sécurité global pour l'ensemble de votre infrastructure ne dépend toujours que du maillon le plus faible. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir un réseau qui est entièrement sécurisé. S'il y a une personne qui est compromise, parce que voilà, cette personne a peut-être cliqué sur un mauvais lien ou activé un fichier qu'elle n'aurait pas dû activer, cela peut mettre en danger toute l'infrastructure réseau. Donc, bien sûr, on a aussi des manières de se protéger contre ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si parmi les invités qu'on a aujourd'hui, il y en a déjà qui ont rencontré ce type de soucis. J'imagine que oui, dans le passé. Olivier. Alors, pour l'instant, moi, non, j'ai jamais eu de chiffrage de NAS. J'ai eu des problèmes matériels, mais pour l'instant, j'ai encore pas eu à subir d'attaques de pirates qui venaient de l'extérieur. Nous, on a eu quelques tentatives, du moins, on va dire qu'on a eu des bonnes alertes qui nous ont fait dire qu'on est passé à côté. Mais c'est le très bon antivirus qui a fait le travail et qui a fait des rollbacks des ordinateurs avant que ça se propage. Donc, on va dire qu'un bon antivirus, ça marche aussi bien. Effectivement, c'est très important pour l'ensemble des appareils du réseau d'avoir une solution qui permet justement de se protéger contre ça. Alors bien sûr, Synology propose également un ensemble de bonnes pratiques, donc qui sont des recommandations en termes de sécurité. Donc comment sécuriser son NAS sans vraiment faire grand-chose. Il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place, mais qui peuvent protéger les utilisateurs, aussi bien particuliers qu'entreprises, contre ce type de menaces. Alors, la première recommandation que moi je fais, c'est que si vous n'avez pas besoin d'accéder à distance à votre NAS, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, puisque tout le monde a un smartphone et en général tout le monde veut accéder à ses fichiers à distance, mais il y a certains cas où les gens n'ont pas besoin d'un accès distant. Alors, la manière la plus simple de se prévenir contre les attaques, c'est de fermer cet accès externe. Puisque forcément, si votre NAS est limité à votre réseau local, les gens ne pourront pas tenter d'y pénétrer, puisqu'il n'y aura tout simplement pas de chemin à prendre pour y arriver. C'est un petit peu la première mesure, mais elle est un peu drastique et elle peut limiter les fonctionnalités de votre NAS. Donc on a bien sûr d'autres mesures au cas où vous ayez besoin ou envie d'activer l'accès externe à votre NAS. La première mesure, elle est très simple, d'ailleurs elle est maintenant automatique dans DSM7, c'est de toujours modifier le compte administrateur par défaut. Dans les précédentes versions de DSM, vous pouviez choisir d'ailleurs le nom par défaut du compte administrateur qui était admin. Alors, quel est le souci quand le compte administrateur s'appelle admin? Eh bien, c'est qu'en cas d'attaque en force brute, la première chose qui va être essayée, ça va être bien sûr d'essayer ce compte-là. Donc, quand les gens vont essayer de se connecter avec le compte, ils vont tenter de mettre comme identifiant admin. Donc, forcément, si vous avez changé ce compte administrateur par défaut, que vous l'avez désactivé et que j'utilise par exemple Ivan, eh bien, les attaquants auront besoin de deviner non seulement mon mot de passe, mais aussi mon compte administrateur, ce qui complexifie énormément la tâche pour eux. D'ailleurs, comme je l'ai précisé, à partir de DSM7, il est maintenant obligatoire de choisir un compte administrateur qui est différent du compte admin. Donc, vous allez devoir donner un nom spécifique à votre compte administrateur pour justement prévenir les attaques de force brute. Ensuite, il y a bien sûr la limitation des permissions. Donc, si vous avez un utilisateur qui doit accéder uniquement à certains fichiers, à certains dossiers, vous allez bien sûr lui donner uniquement les permissions d'accès à ces dossiers et à ces fichiers. Et forcément, si cet utilisateur est compromis, il ne pourra, entre guillemets, affecter que les dossiers auxquels il a accès. Donc, le fait de limiter les permissions d'accès permet également de limiter l'ampleur des dégâts en cas d'attaque. Et ensuite, quelque chose qui est également très simple, mais que beaucoup de gens ne font pas forcément, qui est d'appliquer une politique de mot de passe complexe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une politique de mot de passe complexe? C'est d'avoir un mot de passe en général qui est assez long. Plus il est long, plus il sera compliqué à trouver, avec, si possible, des signes spéciaux qui vont encore plus complexifier la tâche. Et surtout, il reste important de changer de mot de passe assez régulièrement. Alors, bien sûr, ça peut parfois être compliqué d'avoir un mot de passe pour chaque service. Si j'ai besoin de me souvenir de mon mot de passe pour mon NAS, pour mon compte YouTube, pour ce compte-là, pour mon adresse email, etc., ça peut faire beaucoup. Donc, bien sûr, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de gérer les mots de passe. Synology propose Synology C2 Password, qui est notre solution gratuite de gestion de mots de passe. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent héberger un serveur local type Bitwarden sur leur NAS.
c'est également une possibilité via Docker. Donc, avoir une politique de mot de passe assez forte et qu'on fait tourner régulièrement en les changeant, ça reste, je pense, quelque chose qui est très important. Et enfin, moi, ce que j'appelle un petit peu la Rolls-Royce de la sécurité, c'est la vérification en 2 étapes. Alors, qu'est-ce que c'est la vérification en 2 étapes? C'est le fait de valider une connexion ou une action via un second périphérique. Donc, typiquement, c'est un appareil mobile. Donc, il y a des applications, par exemple, comme Google Authenticator, qui permettent, à chaque fois qu'on a besoin de se connecter, d'entrer un mot de passe qui est uniquement cette application-là, ce qui permet donc d'assurer que même si quelqu'un a accès à votre identifiant et votre mot de passe, il devra également avoir accès à l'application sur votre mobile pour valider ce code de connexion. Donc, ça vous garantit que vous avez une couche de sécurité supplémentaire qui est très complexe pour un attaquant de passer au travers. Alors, bien sûr, on a également sorti une application avec Synology Secure Sign-In. Donc, il y a une application qui permet à la fois de faire de l'authentification sans mot de passe. Donc, si vous vous connectez sur votre NAS, vous allez recevoir une notification sur l'application Secure Sign-In sur votre téléphone et vous pouvez valider votre connexion sans même utiliser votre mot de passe. Ou on propose également l'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire qu'il faudra à la fois entrer son mot de passe et valider sa connexion sur Secure Sign-In. Donc, une application qui est bien sûr gratuite. On a ensuite une règle de pare-feu. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je recommande de mettre en place. Vous avez la possibilité sur DSM, directement depuis le panneau de contrôle, de bloquer, par exemple, certains pays, donc l'adresse IP qui vont tenter de se connecter à votre NAS depuis certains pays, ou au contraire de n'autoriser que certains pays. Donc, par exemple, moi, si je sais que j'habite en France, je vais généralement me connecter à mon NAS depuis la France. Donc, à moins que je voyage, si je mets une règle de connexion qui va bloquer toutes les IP en dehors de la France, ça me permet de me protéger déjà contre pas mal d'attaques qui vont essayer de se connecter à mon NAS de manière malveillante. Donc ça, c'est directement inclus dans le panneau de configuration, dans la partie sécurité de DSM. Et enfin, toujours mettre à jour son NAS. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être réticentes à passer sur de nouvelles versions de DSM, n'empêche que ça reste aujourd'hui le meilleur moyen de se protéger contre les attaques. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu précédemment, il y a parfois des failles de sécurité qui existent, et ces failles de sécurité, on va les corriger notamment via des mises à jour logicielles. Donc c'est toujours très important de garder son NAS à jour. Alors pour ceux qui sont encore sous DSM 6.2 et qui ne veulent pas encore passer sous DSM 7, vous devriez, parce que la version est très stable, mais on va quand même continuer à proposer des mises à jour de sécurité sur DSM 6.2 jusqu'en juin 2023. Donc voilà, la sécurité reste quand même quelque chose de très important pour nous. Et enfin, bien sûr, même si vous faites tout ça, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun système qui est invulnérable. C'est un principe en informatique. On peut essayer de limiter les risques au maximum. Il y aura toujours forcément un risque qui va exister. Il n'y a pas de risque zéro quand on parle de sécurité informatique. Donc la seule manière pour vraiment se prévenir contre des attaques qui vont essayer de chiffrer vos données ou de les effacer, c'est d'avoir une sauvegarde. Ça, je pense que je parle pour tout le monde à cette table quand je dis que la sauvegarde est un aspect très, très important de la protection des données. FX, je sais que tu le répètes toujours avoir une sauvegarde. Olivier, Bruno, j'imagine que c'est aussi un principe fondateur de la stratégie en entreprise. Hein. Il y en a même plusieurs systèmes. Si vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous mettez en place côté sauvegarde pour protéger un petit peu vos données. Bon, je pensais que c'était. On va te laisser finir ta présentation et puis on en parle après, non? Ok. Ou tu veux tout de suite? On va parler un peu plus en détail de la sauvegarde après. C'était juste pour avoir un petit peu votre point de vue en tant qu'utilisateur ou que revendeur de solutions. Oui, non, mais sauvegarde indispensable. La première faille avant le virus, c'est l'utilisateur. Exactement. Alors, pour vous aider à mettre en place toutes les mesures dont on a parlé précédemment, puisqu'il y en a quand même beaucoup, c'est pas forcément toujours facile, surtout pour quelqu'un qui n'est pas forcément, on va dire, un vétéran des NAS Synology ou de l'informatique en général, on a décidé de regrouper un petit peu toutes ces bonnes pratiques dans une application qui est le conseiller de sécurité. Alors, qu'est-ce que le conseiller de sécurité? C'est tout simplement une application qui va scanner l'ensemble de vos paramètres, l'ensemble de vos... Voilà, des différents choix que vous avez faits sur votre NAS en termes de politique de mot de passe, en termes de politique d'ouverture des ports, ce genre de choses.
Et le conseiller de sécurité va automatiquement, en fonction du niveau que vous avez sélectionné, donc on a un niveau entreprise et un niveau particulier, puisque les exigences de sécurité peuvent être différentes entre les deux, le conseiller de sécurité va automatiquement pointer du doigt les endroits où il pense qu'il y a des choses à améliorer. Donc, par exemple, là, si vous regardez la capture d'écran qu'il y a sur cette présentation, on peut voir que sur la partie des comptes, il me dit qu'il y a un paramètre de sécurité du compte qui n'a pas été activé. En l'occurrence, c'est la double authentification. Donc, si je vais cliquer ensuite sur cet avertissement, il va me donner un détail de ce que je dois changer et un petit peu un chemin pas à pas pour justement améliorer la sécurité sur mon NAS. Donc, ce conseiller de sécurité, il est très utile parce qu'il va vous offrir des recommandations et un guide complet pour améliorer la sécurité sur votre NAS. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller un petit peu farfouiller dans l'ensemble de vos options pour voir, voilà, est-ce que je devrais activer ça? Non, vous avez simplement à installer le conseiller de sécurité, le lancer, et il va automatiquement vous montrer qu'est-ce que vous pouvez améliorer en termes de sécurité sur votre NAS. Donc, c'est une petite application qui est très pratique et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, hein, même en entreprise. Ça permet vraiment en un clin d'œil de voir comment est-ce que je peux améliorer la sécurité sur mon NAS. Alors, on l'a ensuite dit, par contre, le seul vrai moyen de protéger vos données, c'est avec une sauvegarde. Alors, pourquoi? Parce que même si vous pensez que votre système est invulnérable, comme l'a dit Bruno, hein, il y a toujours quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça, c'est en général l'utilisateur qui va se connecter au NAS. Donc, quand vous êtes une entreprise, vous pouvez protéger vos appareils, vous pouvez protéger vos serveurs. Mais si quelqu'un, un maillon de la chaîne, à un moment ou à un autre, fait une bêtise, vous allez potentiellement briser toute la chaîne. Donc, il est toujours très important d'avoir une stratégie de sauvegarde complète qui soit là pour, si en cas de souci, vous puissiez récupérer vos données à un stade antérieur. Alors bien sûr, hein, nous on propose des solutions gratuites. On en a plusieurs, on ne va pas aller très en détail dans toutes ces solutions. Je pense que la plus connue pour protéger son NAS, c'est HyperBackup. HyperBackup, c'est une solution de sauvegarde qui va donc sauvegarder, protéger l'ensemble des données sur votre NAS. Donc ça inclut les dossiers partagés, donc les fichiers en eux-mêmes, et les paramètres d'application. Donc on va prendre tout ça, et on peut l'envoyer vers un disque dur USB, une clé USB même, vers un autre NAS, ou vers un autre serveur via AirSync, ou vers une plateforme de cloud. Donc vous avez une sauvegarde qui est dite incrémentielle, donc ça veut dire que les changements qu'il y a entre chaque sauvegarde sont uniquement sauvegardés tels quels. Donc ce n'est pas une sauvegarde complète, donc si vous avez, je sais pas, on va dire 10 teraoctets de données, vous faites une sauvegarde initiale de 10 teraoctets. Si vous rajoutez 1 teraoctet, la seconde sauvegarde ne prendra que les changements entre la dernière version et la version actuelle. Donc vous aurez 11 teraoctets sur votre sauvegarde et pas 21. On propose également, bien sûr, de la compression et de la déduplication des données, donc pour réduire toujours l'espace de stockage nécessaire pour l'ensemble de vos sauvegardes. On propose également de chiffrer les données avant de les envoyer, ce qui peut être très intéressant, puisque si vous envoyez vos données, par exemple, vers un autre NAS ou vers un service de cloud, vous pouvez souhaiter vous assurer que personne ne pourra accéder à ces données. Donc, en chiffrant votre propre sauvegarde avant de l'envoyer, il sera nécessaire, pour y accéder, de fournir la clé de déchiffrement, que vous êtes a priori le seul à posséder. Donc, ça vous permet de vous assurer que même si quelqu'un arriverait à pénétrer dans votre NAS de sauvegarde ou dans votre plateforme de cloud, cette personne ne pourra pas accéder à vos données puisqu'elles ont été chiffrées préalablement avant d'être envoyées. Et bien sûr, hein, c'est une solution qui est complètement personnalisable. Vous pouvez faire jusqu'à une sauvegarde par jour, vous pouvez la planifier à l'avance, vous pouvez la faire les week-ends ou le soir si vous êtes une entreprise pour éviter d'impacter votre bande passante. Et vous choisissez pendant combien de temps vous allez conserver l'ensemble de vos versions et combien de versions vous allez conserver. Donc c'est vraiment une solution de sauvegarde complète qui vous permet de protéger votre NAS. Et c'est très important puisque quand on parle de sauvegarde, il y a une règle d'or. Et je pense que la majorité des gens qui sont ici la connaissent déjà. Cette règle, c'est la règle 3-2-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moins 3 copies des données sur au moins 2 appareils différents avec au moins une sauvegarde hors site. Donc ça, c'est un petit peu considéré comme la meilleure solution pour être sûr de pouvoir recouvrer ces données en cas de souci. Alors, bien sûr, vous noterez que j'ai dit au moins. Donc, c'est un petit peu une règle minimum qu'on donne. C'est toujours possible, d'ailleurs recommandé, de faire plus. Quand on parle de sauvegarde, il n'y a jamais trop de sauvegarde. Bien sûr, il y a ensuite des problématiques de gestion et de coûts, mais tant que vous avez la possibilité de faire une sauvegarde sur un autre appareil, mon avis est que vous devriez le faire. Donc, ça vous permet de protéger vos données.
Donc, Bruno, Olivier, je ne sais pas si Cédric 3.2.1, elle vous parle. J'imagine que vous la connaissez bien en détail. Oui, je rajouterais que en plus du off-site, moi j'aime bien le offline. C'est bien aussi. Donc, avoir une sauvegarde qui est vraiment pas connectée du tout. Pour moi, c'est le pirate à distance. Le jour où il arrivera à rentrer dans le coffre et à sortir ce qui est dans le coffre inifugé, il aura fait fort. Non, mais oui, la règle, c'est de réussir à l'appliquer partout, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai des clients où j'ai pas 3 copies des données, mais alors là où je suis absolument intraitable, c'est au moins 2 appareils et une sauvegarde hors site. Donc j'ai 2 NAS de mon côté qui sont dédiés à sauvegarde des clients. Donc je les surveille, je les entretiens et ça m'est été utile, je vais dire, statistiquement, une fois tous les 2 ans, j'ai un client qui me demande de lui restaurer quelque chose. Ça va du fichier ou au dossier complet. Effectivement, c'est important parce que même si on parle beaucoup de ransomware, cryptovirus, ce genre de choses, il y a aussi quelque chose qu'on ne va pas forcément prendre en compte, mais c'est les erreurs humaines. Parce que ça peut arriver par erreur, effacer un fichier ou un dossier et qu'on ait besoin de le récupérer. C'est effectivement quelque chose qui... Des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns. On utilise pas OneDrive, Drive de Sino, qu'on réplique sur des tablettes de travail que les techniciens ont lors de leurs interventions. Et on en a un ou deux qui, de temps en temps, au lieu de fermer le document, ils le suppriment. Et puis, dans la foulée, on va dans le backup et on restaure. C'est bien. Drive propose la version connecté, synchronisé, machin, ainsi de suite, c'est bien, mais quand il y en a un qui fait une bêtise, il le fait pour les 50 autres. Voilà. C'est le risque. Olivier, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu utilises comme outil justement pour faire les sauvegardes de tes clients? Je crois que il faut que je mette en œuvre le plan pour mettre tout le monde à niveau. Ouais. Parce que j'ai des clients historiques qui sont encore sauvegardés avec R5, c'est-à-dire le vieux protocole. À l'époque où c'était la meilleure solution sur le moment. Pendant longtemps, j'ai été bloqué parce qu'il y avait des problèmes de NAS et de version. Récemment, c'est bon, j'ai changé les choses. Maintenant, tout le monde est compatible avec des solutions modernes comme Active Backup. Il me faut un plan de migration des sauvegardes pour pouvoir mettre tout le monde à niveau. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai conservé les sauvegardes anciennes d'un côté. J'ai lancé la nouvelle sauvegarde. Une fois qu'elle était en place, merci la fibre, ça prend peu de temps. J'ai pu toujours avoir au moins une sauvegarde hors site valable du client à tout moment. Voilà. Effectivement, tu mentionnes la fibre. C'est aussi un aspect important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent est-ce que je peux faire une sauvegarde sur le cloud? J'ai une connexion ADSL 10 mégas. C'est vrai que ça peut être compliqué dans ces cas-là. La réponse est oui. Dans le pire des cas, on n'avait pas encore la fibre. J'ai fait une sauvegarde d'un client pour des raisons logistiques et de sécurité. Je ne pouvais pas accéder à son bâtiment aussi longtemps que voulu. Donc, on en a conclu que je lançais la sauvegarde à distance et qu'on faisait la première sauvegarde de toutes ces données, et il en avait beaucoup à distance. On a mis 192 jours à synchroniser la première sauvegarde. Après, elle passait en 2 heures. Donc, pendant 6 mois, il n'y avait que la sauvegarde locale, mais au bout de 6 mois, la sauvegarde distante fonctionnait. Donc oui, l'ADSL permet une sauvegarde. C'est toujours une question du nombre de volume de data qui évolue dans la journée. Et puis, s'il y a trop d'évolution, il ne faut pas faire une sauvegarde par jour, mais 2, et puis c'est tout. Et voilà. Mais ça fonctionne. Sur une ligne même de mégas, après, le volume de data modifié par jour n'était que moins d'1 giga, donc c'est toujours gérable. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà. Absolument. Olivier, on t'a posé une question dans le chat, effectivement. Pardon, je l'ai raté. Mais je pense que tu as répondu, mais c'était pour revenir un petit peu dessus, sur l'application des mises à jour DSM. Tu fais comment, toi, pour tes clients et peut-être pour tes NAS
Alors, la première mise à jour que je fais, c'est sur un NAS, je vais dire pas critique chez moi. Comme ça, je l'applique tout de suite. Ce qui me permet de vérifier aussi que mes quelques packages sont compatibles. Tout à l'heure, on parlait de gestionnaire de mots de passe. Moi, j'utilise Bitwarden, voilà, stocké chez moi. Et donc, je gère mon gestionnaire de mots de passe, s'il est sauvegardé et tout. Mais voilà. Donc, j'ai donc au moins 2-3 packages qui sont critiques, qui doivent fonctionner. Donc, une mise à jour, je l'installe sur le NAS secondaire. Je vérifie que tout fonctionne. Et je dirais, sur une échelle de temps de la semaine, je l'installe sur le NAS principal. Ce qui impose effectivement d'avoir plusieurs NAS pour pouvoir tester les mises à jour. Donc, quand j'aurai mon NAS secondaire qui sera périmé, qui ne sera plus maintenu dans la dernière version de DSM, bon, je passerai sur un nouveau NAS plus récent. D'accord. Et chez tes clients, la mise à jour, c'est toi qui as la main ou... Alors, j'ai la mise à jour, je l'ai fait généralement manuellement parce que je vais plus vite que l'alerte automatique des signaux qu'ils détectent eux-mêmes. Pour 90% des clients, et il y a 10% des clients pour des raisons de logistique et de contrôle à distance, pas toujours facile parce qu'ils sont derrière des firewalls un peu stricts. J'ai activé la mise à jour automatique, donc qui généralement se fait un peu en décalé par rapport au moment où les patchs sortent, ce qui me laisse le temps, en cas de pépin, de réagir et de leur dire, là, il faut couper la mise à jour automatique, le temps d'attendre un patch valide. Mais pour l'instant, voilà, la stratégie que j'ai mis en place, mais que je n'ai encore, merci Silo, jamais eu besoin d'appliquer. D'accord. Parfait. Alors, pour information, si jamais vous avez envie de tester les nouvelles fonctionnalités d'une version de DSM sans nécessairement mettre à jour un appareil à part entière, il est possible pour tous les NAS de la gamme Plus et supérieure de déployer une machine DSM virtuelle. C'est ce qu'on appelle Virtual DSM. Ce qu'on a fait sur tous les NAS de la gamme Plus, on a un hyperviseur qui s'appelle Virtual Machine Manager, qui peut être téléchargé gratuitement depuis le centre de baquet. Et cet hyperviseur nous permet de créer une image virtuelle de DSM, donc un virtual DSM, que vous pouvez ensuite paramétrer avec la version que vous le souhaitez. Donc si vous avez envie vraiment de tester en détail une version de DSM sans la déployer sur une machine physique, vous pouvez créer une machine virtuelle, donc un virtual DSM, sur lequel vous allez installer du coup un DSM par exemple 7.1 ou les prochaines versions. Oui, effectivement. Et dans le chat, Olivier, on pose la question effectivement de tester ces sauvegardes. C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Alors, moi, je l'ai fait régulièrement. C'est la date de la sauvegarde, je crois que c'est le 31 mars qui est indiqué comme le jour de la sauvegarde, Oui. où il faut essayer de sauvegarder. Donc, j'essaye, mais les clients sont pas très réceptifs, à faire des essais de restauration. Il y en a des clients dont il n'y a pas de souci. En cas de restauration, c'est moi qui fais le boulot. Donc, bon, je teste de mon côté que la sauvegarde est valide. J'ai des clients à qui j'ai filé l'accès à DSM pour qu'ils puissent aller récupérer eux-mêmes la sauvegarde. Donc là, ça nécessite de les remotiver pour qu'ils puissent aussi s'entraîner de leur côté pour être totalement autonomes. Mais oui, pour moi, une sauvegarde n'est valide que quand on a récupéré un fichier et qu'on a réussi à le relire et qu'on est certain qu'il n'y a pas de souci. Historiquement, j'ai quand même 2 clients chez qui j'ai placé des synologies parce que leur serveur Windows avait craché et que la sauvegarde était illisible. Donc ça reste un critère majeur de la validité d'une sauvegarde. Ouais, de temps en temps, ce qui est pas mal aussi, mais ça, faut avoir le matériel, c'est aussi de tester, pas juste de récupérer un fichier. Récupérer un fichier, c'est limite trop facile. C'est une resto complète, from scratch, avec toute la config applicative, hyper backup, tout la totale. Voilà. Et ça prend un peu de temps. Je voulais te laisser la parole justement sur toi, tes problèmes. Alors, il y a certainement des similitudes avec Olivier, mais après, tu n'es pas du tout sur les mêmes problématiques ni sur les mêmes volumes. Tu n'as pas le même nombre d'utilisateurs non plus. Comment ça se passe, toi, justement, cette protection des données et les sauvegardes à ton quotidien? Le quotidien, déjà, on a de multiples versions, du moins, on a plusieurs solutions de sauvegarde en même temps. Alors, je vais être taquin, Synology, c'est du très très beau matériel, mais c'est pas notre stockage principal.
c'est le stockage secondaire, c'est celui qui va nous apporter des fonctionnalités et rapides à mettre en œuvre comme Drive. On a même déployé Calendar. On a le petit portail sympathique qui marche bien. Et sur toute la partie Sino, on utilise Hyper Backup, on utilise Active Backup et on utilise les snapshots réplication. On fait un mix des 3 solutions. Alors, Hyper Backup, déjà pour backuper, ne serait-ce que la config du système en lui-même et des applications. Active Backup va nous permettre de backuper principalement des ordinateurs. Surtout, le truc tout con, hein, qu'on pense pas forcément, c'est la personne s'en va, elle rend son ordinateur, mais on veut garder une trace légale de ses datas avant de le réaffecter et de le formater. Donc, ça nous Active Backup, on a fait une petite policy où automatiquement, quand on rentre avec un user et que comme il détecte que c'est la première fois qu'on se connecte avec ce matériel-là, il va lancer une capture, on sauvegarde et après, dans Active Backup, on gère automatiquement le temps de rétention et on efface au fur et à mesure. On envisage de tester Active Backup à plus grande échelle. J'avoue qu'on y va tout doucement. C'est pas qu'on ne fait pas confiance à Active Backup, c'est que j'ai peur de l'explosion de la volumétrie des datas. Le conseil déduplication, compression, machin, ainsi de suite, c'est super, ça a l'air d'être très efficace. Sauf que je ne vais pas balancer 150 ordinateurs comme ça et au risque d'exploser les volumétries et de devoir en urgence dire au chef j'ai besoin d'une extension. Voilà, donc anticiper un petit peu et y aller doucement sur ça, c'est pas mal. Mais bon, sinon, tous les jours, on a du Hyper Backup qui tourne. C'est bien entendu répliqué, sauvegardé sur d'autres équipements. Et on teste depuis un moment là maintenant, c'est les snapshots réplication des lecteurs réseau pour voir la plus-value supplémentaire dans le sens où on la fait tourner bien plus avec une fréquence bien plus rapide. Voilà. Je crois que tu as de nombreux produits Synology. Alors, on en a parlé effectivement un petit peu ensemble. Beaucoup de rackables, enfin exclusivement des rackables d'ailleurs. Tu en as combien en fait en gestion aujourd'hui? Alors, du rackable, j'ai du petit perso à la maison, qui sont moins bien gérés d'ailleurs que ceux du travail. Parce que contrairement au travail où je force les mises à jour, où je fais attention, au moins à la maison, c'est mise à jour automatique. Je suis un peu feignant à la maison. Mais au moins elle passe. Enfin, c'est déjà ça. Non, au travail, on a on avait des 800, on a des 820 au départ qu'on avait pris pour faire des tests. Et puis au final, ils sont passés en production. On en a que deux qui sont en cluster, 2 qui sont en standalone. Un qui fait de la partage de Viscusi pour faire des lunes de machines virtuelles sur des solutions open source. Après, on a du très gros, un joli 4017 rempli de disques 10 Tera avec carte réseau 10 Go, cache. Ça, c'est pour le gros stockage longue durée. On dépasse les 100 Tera allègrement de capacité. On a du 3621 qui est en cours d'installation. On a des 2416, je crois, qui font du stockage de l'une de machines virtuelles. En réplication cluster en achat. Et là, pour tester actuellement, on s'amuse sur du FS 3400. Où on essaye de voir jusqu'où on peut aller en termes d'IOPS, de bande passante et ainsi de suite. Et on cherche les goulots d'étranglement pour voir vraiment pousser la machine au maximum pour voir ce qu'on est capable de faire. Voilà. D'accord. Donc, il y a quelque part une certaine montée, en tout cas en puissance. Enfin, vous utilisez de plus en plus de produits Synology, j'ai l'impression. Oui, au départ, c'était juste des stockages pour l'une de machines virtuelles. Et puis un jour, on a acheté un premier RS820 pour tester les applicatifs intégrés, voir qu'est-ce qu'on peut offrir. Parce que c'est bien joli de dire, ouais, non, mais on peut utiliser ça. Mais là, on a des solutions qui sont toutes intégrées, mises à jour, stockées en standalone chez nous, qui est quand même quelque chose d'assez important
sur certains points de sécurité. Voilà, mais pour pouvoir dire d'activer par exemple ne serait-ce que Drive, je ne vais pas le mettre sur le stockage hyper sécurisé, hyper isolé du stockage exclusif d'une ferme de virtualisation. Donc, il a fallu forcément à un moment donné acheter un nouveau modèle, et puis on en a acheté un, puis un deuxième, puis un deuxième, et puis après on se dit, et si on essayait plus puissant, voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve à jouer, à faire des benches sur du FS 3400. C'est un cas qu'on retrouve beaucoup parmi nos clients. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui ont commencé, parfois même avec un NAS à la maison. Ils avaient un petit 2B, un petit 4B chez eux. C'est le cas d'Olivier, par exemple. Et qui, au moment où ils doivent trouver une infra de stockage pour leur entreprise, que ce soit une PME ou même une très grande entreprise, se disent en fait, sinon, ils font aussi des produits entreprises. Donc, puisque je connais déjà, j'en ai chez moi, pourquoi est-ce que je n'essayerais pas dans cet environnement entreprise? Et on arrive aussi souvent à faire de la montée en gamme une fois qu'on est présent dans les entreprises. Comme l'a dit Bruno, on commence avec du stockage simple, puis on se rend compte qu'on peut faire du SAN, on peut faire de la virtualisation, on peut faire de la sauvegarde active, on a des applicatifs gratuits en termes de productivité et de collaboration. Donc, on a quand même une plus-value qui est très importante et on va dire dont les gens ne sont pas forcément toujours au courant. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui demandait au tout début si on avait prévu d'intégrer nativement Vim sur nos produits. Déjà, pour répondre à la question, on prend en charge Vim et d'ailleurs toutes les solutions de sauvegarde, puisqu'ils fonctionnent avec des protocoles de fichiers standards type SMB. Il me semble que Vim prend aussi en charge Iskazi. On peut servir de solution de stockage pour cette solution. Mais on a également notre propre suite de sauvegarde que Bruno a mentionné, qui est la suite Active Backup. Dans cette suite de sauvegarde, on a une application dédiée à la sauvegarde des appareils, qui est Active Backup for Business, et qui peut sauvegarder, du coup, donc, comme le fait Bruno, des PC. Donc, il suffit d'installer un agent sur ces PC. On prend aussi en charge la sauvegarde des serveurs sous Windows Server, donc aussi via un agent, et des machines virtuelles. Donc, on est compatible avec VMware et Hyper-V. Donc, le NAS va se connecter à l'hyperviseur, il va faire un snapshot des machines virtuelles qu'il va conserver sur son stockage. Donc, aujourd'hui, il est possible de sauvegarder toute son infrastructure avec un NAS Synology. Et c'est très intéressant parce que c'est une solution qui est 100% gratuite. Aujourd'hui, toute la suite Active Backup est complètement gratuite. Donc, il n'y a pas de frais de licence à payer pour mettre en charge la sauvegarde. Tout est intégré, tout est géré par une NAS directement. Donc, il y a une solution complète qui est proposée par Synology. Et alors, Bruno, mais Olivier aussi, j'avais un peu la même question pour vous deux. Qu'est-ce qui priorise en fait pour vous le choix d'un NAS Synology? C'est quoi? C'est la rapidité à mettre en œuvre, c'est le coût, les performances, les capacités de stockage. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi votre élément déclencheur et pourquoi? Aujourd'hui, je dirais la rapidité de mise en œuvre est importante parce que quand j'arrive à un client et que je lui facture à l'heure, mais que mes clients ne sont pas des grosses entreprises avec un service, donc si j'arrive et que je leur dis j'ai une solution que je mets 1 heure à installer ou j'ai une solution que je mets 4 heures à installer, le monsieur il aura vite fait. Le bon exemple que j'ai, c'est un client qui m'avait appelé en catastrophe parce qu'il n'arrivait pas à configurer le NAS d'un concurrent. J'ai été voir et tout. J'ai passé 2 heures et au bout de 2 heures que j'avais perdu à ne pas comprendre comment il marchait, ne pas réussir à le faire marcher, il m'a dit combien ça coûte en face, tu mets combien de temps à l'installer? 1 heure, il a dit ok, on a tout jeté le vieux matériel, on a acheté du Sino et on s'est mis en place. Mais c'est effectivement aussi parce que je connais bien le matériel, le logiciel, donc voilà, on gagne du temps dessus. C'est ma solution que je préconise et parce que par expérience, vu que le premier, voilà, c'est quelques années, j'ai un une expertise dessus qui me permet d'avoir déjà quelques exemples de ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent et ça sécurise tout le monde. J'ai déjà fait le dépannage en urgence un vendredi soir d'une entreprise où le NAS était décédé pour une raison de... Il n'y avait pas d'onduleur. Bon, voilà, il a pris un choc électrique. Sauf que le vendredi, ils avaient prévu de travailler tout le week-end pour répondre à un appel d'offres le lundi matin. Donc, ça a été en urgence. Poser un NAS spare que j'avais chez moi, mettre la restauration et en 3 heures, tout était revenu en place. Les données, ils ont pu taffer et répondre à l'appel d'offres comme il faut. Donc, la rapidité de mise en œuvre, pour moi, est critique, oui.
D'accord. Okay. Et toi, Il y a le côté facile. Ouais, il faut quand même reconnaître que c'est, comme dit, reprend certains de mes collègues, easy clicky. Au niveau de la configuration, on n'est pas obligé d'aller directement en ligne de commande, aller taper des commandes compliquées. Après, quand on le rentre, pour le faire rentrer dans l'entreprise, le calcul il est très simple. Au départ, c'est dire bon, ben, on a quand même quelques terras à stocker. Les stockages haute performance qu'on utilise, on parle de bête disque à plus de 100 000 euros. Voilà, donc le Tera coûte cher. Et puis, il y a un moment donné, il faut quand même avoir. Donc, on fait une proposition en Sino parce que c'est quelque chose qu'on connaît à titre perso. Ça passe, on se rend compte que c'est stable, que ça fonctionne, que c'est quand même performant, que ça amène une plus-value et un coût grandement inférieur à ce qu'on fait sur des baies de performance, en ayant des performances très respectables, voire équivalentes sur certaines choses. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment le produit qui, il est adapté vraiment pour beaucoup de choses. Et puis voilà, même pour une grande entreprise, on a toujours besoin ça y est, je suis perdu. Hop, je me rassemble. Voilà. En fait, ça répond bien à plusieurs problématiques pour toi, que ce soit en termes de capacité de stockage. On t'en parlait beaucoup de coûts, hein, tu le remets souvent, et effectivement, on ne parle pas des mêmes coûts pour les baies. La performance, effectivement, tu dis que c'est des performances qui sont identiques. Et la mise en place, effectivement, c'est quelque chose de bande passante, qu'on soit bien clair, même un RS 820 qui est le petit modèle qu'on a, on arrive à saturer les cartes réseau des ordinateurs des gens. Il n'y a pas de souci. Si je prends les plus gros, j'arrive à saturer les pattes de firewall sans aucun problème. Donc voilà, c'est d'ailleurs le problème, parce que pour l'instant, j'essaie de savoir qui bloque mon trafic pour essayer de voir jusqu'où je peux aller. Mais voilà, et, on a un système qui est clé en main, qui fonctionne, qui permet de faire beaucoup de choses et qui permet au moment de crise de pouvoir, on n'a pas évoqué les VPN et toutes ces choses-là qui permettent de pouvoir faire des tas d'éléments, c'est directement intégré. Bon, après, chacun va voir en fonction de la taille de son besoin et va activer une fonction ou toutes les fonctions. Bien sûr. Il y a une question qui, je pense, est pour toi de la part de Florian, qui pose la question quel est l'intérêt d'utiliser différentes marques de stockage? Est-ce que c'est pour éviter les conséquences du prochain Deadbolt, alors ransomware et compagnie? C'est ça ton objectif, Bruno? Ah, pas du tout. Absolument pas. C'est juste une question de performance et on a des solutions d'hyper-virtualisation qui fonctionnent et que pour l'instant, pour certains ERP, CRM, pour avoir la certification, on a besoin de respecter certains critères et certains équipements logiciels. Et tant qu'on a ces problématiques-là, il y a des équipements qu'on sera obligé d'avoir. Et voilà, une question de garantie. Donc, pour citer quelques marques, par exemple, on utilise du VMware et il n'y a pas le choix. L'éditeur de certaines de nos solutions exige, si on n'est pas sur du bare metal, d'être sur un hyperviseur qui maîtrise. Donc, c'est Hyper-V ou VMware. Voilà. Donc, forcément, tout de suite, ça nécessite des infrastructures et des systèmes qui sont tout autres, avec des coûts de fonctionnement qui sont, pour avoir manipulé des baies SAN, des baies dans tous les sens. Il y a des trucs qui sont très très bien, très très puissants, mais en termes de prix, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il faut remettre après, performance, c'est une chose, le coût au terrain et le coût de mise en œuvre aussi, parce que une mise à jour d'une infrastructure sur du Blade Center avec des SAN switch et on va rajouter une bête disque intelligente IBM par exemple ou EMC,
La moindre mise à jour, c'est un mois de travail, ne serait-ce que pour vérifier toute la compatibilité de chaque numéro de version et de vérifier dans quel ordre on doit le faire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a tous les firmware de disque dur à faire, tous les machins. C'est horrible, c'est horrible. Et c'est un week-end complet à faire que de la mise à jour, voire même plusieurs week-ends. Et c'est un arrachage de cheveux. Et s'il y a un grain de sable, ça part en sucette. Il faut reconnaître que sinon, la mise à jour, c'est limite trop simple. Et le RS820 en cluster, la dernière fois, j'ai même fait une mise à jour, bon, certes pas majeure, c'était pas une mise à jour majeure, mineure, mais on l'a fait en journée et l'indisponibilité du système, ça a été juste dans le switch, le flap, on a fait le changement d'actif-passif. Voilà. D'accord. Justement, tu parlais des mises à jour. Je t'ai pas posé la question, mais on l'a posé à Olivier tout à l'heure. Comment tu fais les mises à jour sur ton infra, enfin, en tout cas sur l'ensemble de tes NAS Synology? Alors, à la maison, automatique. Voilà. À la maison, c'est automatique. Mais ça fait une fois par semaine, pas toutes les nuits, un contrôle une fois par semaine en automatique. Sur les autres, on a la détection. Bon, de toute façon, on surveille régulièrement les infos, comme genre un site, je sais pas, un petit site internet qui donne des infos des mises à jour, qui s'appelle Cachem, je crois. Voilà. Et puis ça permet de voir ce qu'il y a, de juger de l'importance et de la criticité, de savoir l'urgence à mettre en œuvre. Certains sinos ont le droit d'aller sur Internet, donc ça c'est facile, on fait clic-clic. Et puis d'autres sont tellement verrouillés qu'ils n'ont même pas le droit d'aller sur Internet et on pousse, on va télécharger le paquet et puis on le pousse à la main. Voilà. D'accord. Et tu fais ça généralement le soir ou le week-end, c'est ça? Oui, avec certains systèmes, avec les liens iSCSI, avec les lignes de stockage des machines virtuelles, ça nécessite un arrêt d'infra ou au moins une bascule, quoi. Voilà. Donc on fait pas ça. C'est pas la mise à jour que je fais tous les jours, quoi. Ça c'est sûr. Des fois elles attendent un petit peu, mais bon, on a l'avantage d'avoir une infrastructure avec du firewalling et des protections qui permettent d'être un peu serein sur certaines attaques. D'accord. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était. Tu vois la main levée, c'est pour ça. Non, pardon, c'était un mauvais geste, mais. Et alors, tu le dis à plusieurs reprises, et toi, Olivier, comme Bruno, mais c'est quoi votre NAS principal à la maison? Parce que j'ai cru comprendre que vous l'aviez aussi à la maison à titre perso. C'est juste par curiosité. Hein. Moi, c'est 918+. D'accord. Ok. Et toi, Bruno? Moi, le principal, c'est un 720. J'ai changé l'année dernière. Mais sinon, pendant très longtemps, j'ai eu un 212+ en principal. Et c'est aussi une des forces de Sino, il faut quand même reconnaître, c'est les mises à jour. Voilà, j'ai un 212+, certes, je ne suis pas en DSM7, je suis encore en DSM6, mais on reçoit encore les mises à jour de sécurité et les grosses correctifs de grosses failles. Voilà, et un équipement de 10 ans qui reçoit encore les mises à jour de sécurité, c'est rassurant. Voilà. Ouais. Et dans mon cas, j'ai certains équipements qui ont plus que 10 ans, mais ils sont plus en ligne, en direct sur Internet, parce que justement, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, mais je continue de l'utiliser. Donc, le plus vieux actuellement, c'est un 508. D'accord, effectivement. Ça Et donc, date. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je crois que il y a des petites questions. Tac, que je remonte rapidement. Un avis sur l'intérêt du cache SSD pour les sauvegardes ou la performance en général d'un NAS? Alors, sur la sauvegarde en elle-même, je ne pense pas que ça soit super important. Sur les performances, ça va être tout une question du nombre de personnes en simultané qui va accéder et la taille des fichiers. Quand on fait les tests sur des très gros fichiers, le cache, au bout d'un moment, il sature et il pallie le contrôleur RAID sur des gros transferts. Mais ça va être surtout intéressant au-delà d'une dizaine d'utilisateurs sur plein de petits fichiers. Là, ça va commencer à être intéressant parce que ça permet de pallier le fait que derrière, on n'a pas forcément le RAID, surtout sur des RAID 6 ou des choses comme ça. Ça va être intéressant parce qu'on maintient une très bonne performance réseau sans avoir besoin d'attendre que le RAID ait fini de s'écrire.
Effectivement. Alors, nous, on recommande le cache SSD surtout quand il y a de la sauvegarde cloud, puisqu'on a des applications qui permettent de sauvegarder des solutions cloud comme Microsoft 365 ou Google Workspace, où là, en fait, on va écrire énormément de petits fichiers sur un NAS. Donc là, on recommande très fortement un cache SSD. Sinon, pour de la sauvegarde standard, on va dire, à moins que, comme l'a dit Bruno, qu'il y ait beaucoup de petits fichiers, ce ne sera pas forcément très efficace. Donc en général, en termes de vitesse de lecture, écriture, sur la sauvegarde, ce n'est pas prioritaire. Ça peut être important, mais bon, ce n'est pas généralement le cas où on va le mettre en avant. Après, s'il y a de la lecture-écriture de beaucoup de fichiers en termes d'utilisateurs, comme l'a dit Bruno, c'est très important. Ça permet notamment de saturer de manière plus facile une bande passante en 10 Go. Donc si vous avez, je sais pas, 6-8 disques durs et que vous avez une bande passante en 10 Go, on recommande de mettre un cache SSD pour en profiter au maximum. Olivier, toi, de ton côté, tu utilises le cache SSD ou... Alors, j'ai le cache SSD dans mon NAS perso et je n'ai aucun cache dans les NAS des clients. D'accord. Ils n'ont pas assez de nombre de clients et d'intervention de débit en nombre de fichiers pour justifier ça. Mon plus gros client, c'est 4 personnes et quand c'est les architectes et quand ils font du travail, bon, ils sont sur AutoCAD, ils font du gros fichier, mais peu de fichiers en même temps. Donc d'un point de vue performance, pour l'instant, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est lent d'une manière ou d'une autre et qui justifiait un cache. D'accord, parce que je sais qu'AutoCAD est plutôt gourmand. Enfin, quoi que tu me diras, il récupère d'abord le fichier en local, c'est ça? C'est l'applicatif qui va... Ah non, alors, je le fais travailler sur le disque réseau directement, mais une fois qu'AutoCAD a chargé le truc, évidemment, au moment où il charge, tu as un gros fichier qui passe, ça c'est sûr. Mais après, question débit réseau, c'est quasiment, ça doit être négligeable. Donc je pense qu'AutoCAD a aussi un petit peu optimisé pour n'écrire que les différences ou sur ceux qui travaillent. Et je les ai déjà vus bosser quand ils réfléchissent 10 minutes sur comment il faut le faire dans un sens ou dans l'autre. Ça écrit pas grand-chose sur le moment. Donc à 4 personnes, je suis tranquille. D'accord. Et t'es quoi? C'est un NAS qui est en gigabit ou supérieur? Ouais, non, j'ai que du gigabit, moi. D'accord. Bruno Oui, c'est suffisant, c'est ça. Oh oui, largement, voilà, pas besoin de mettre plus. Oh, tout de suite. C'est bien. C'est les cartes 10 Go. Là, l'année dernière, on teste même les 25 Go, mais pour l'instant, un petit souci de config sur la 25 Go. C'est réservé effectivement aux grosses entreprises, mais majoritairement, c'est quoi? C'est du gigabit, du 10 gigabit ou du 25 que tu utilises? Tu poses la question à qui? À moi? Bruno. Ah oui. Moi, la majorité sont en 10 Go, sauf les RS820 où on a rajouté la carte 10 Go, mais sauf que sur les RS820, on sait mettre qu'une seule carte. Donc, on a dû prendre les hybrides avec cache SSD et 10 Go, mais il n'y a qu'une seule sortie. Et alors, en cluster, il faut forcément que la carte soit de lien entre les deux nœuds soit plus rapide que la carte réseau. Donc, forcément, la carte principale de sortie, dans ces cas-là, se retrouve sur un joli petit bond de 4 x 1 Go. Oui. Mais bon, voilà. Mais bon, ça reste une très bonne machine qui permet de faire déjà plein de choses. Et, qui a permis de faire rentrer des fonctionnalités qu'on ne pensait pas au départ utiliser et puis qu'au final, on utilise. Bon. Nous, on a rajouté une petite couche de sécurité supplémentaire. On passe bien entendu par des reverse proxy qui ne sont pas sur le Sino lui-même, qui sont des machines à part. Voilà. Ok. Très bien. Bon, je vois qu'il est déjà midi. C'est passé vite. Je ne sais pas s'il y avait. Alors, il y a plein de questions pour toi, Ivan. À quand les annonces des prochains NAS version 2022? Alors, est-ce que ce sera les versions 2022 ou les versions 2023? Mais oui, on a bien sûr des choses de prévues pour la seconde moitié de l'année. Donc, vous allez entendre parler, on va dire, prochainement. C'est assez vague, ça. Mais oui,
en dire plus. Vous savez, on ne peut pas vraiment donner de date de sortie, hein, mais oui, on a des produits qui vont sortir au cours de la deuxième moitié de l'année. Alors, je ne peux pas encore dire lesquels exactement, hein. Comme vous le savez, il y a une petite crise des semi-conducteurs en ce moment. Donc, en termes de délai, on ne peut jamais vraiment s'engager à 100%. Mais oui, on a des nouveautés qui arrivent et je suis sûr que vous pourrez les retrouver sur Cachem. Merci. Il y a eu des grosses annonces et puis il y a eu des lancements récemment. On pense effectivement au RT 1600AX. On a effectivement lancé notre premier routeur Wi-Fi 6, donc le RT 1600AX, qui va être disponible en France normalement dans les prochains jours. On a pas mal d'unités qui vont arriver chez LDLC. Donc, si jamais vous en voulez vraiment, je vous conseille de le commander, enfin précommander entre guillemets, parce qu'il sort très très bientôt, mais de placer votre commande rapidement, parce qu'on va être limité en termes de stock au début. Et on aura bien sûr d'autres unités qui arriveront dans le futur. Je comprends. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose pour clôture? Non, c'était ça. Dans les annonces, moi, l'annonce la plus intéressante, c'était le routeur, parce que justement, comme l'a dit Bruno, mettre un firewall qui n'est pas sur le Sino, même si c'est la même marque, c'est probablement une couche de sécurité supplémentaire. Donc, j'étais impatient d'avoir ce routeur disponible. On va le tester rapidement. C'est surtout que, étant utilisateur à titre perso d'un 2600, c'est quand même un petit outil qui est quand même sympathique, même si on se retrouve dans un environnement connu, SRM, c'est pas DSM. Il intègre des fonctionnalités supplémentaires qui sont pour moi intéressantes. Il y a Threat Presidential, mais ayant des enfants, le petit contrôle parental relativement efficace et qui est tout intégré à son importance. Voilà. Alors, c'est sûr que le nouveau jouet que Sino vient de sortir a l'air d'être sympathique, mais à quand le MR qui va avec pour pouvoir faire des accès. Des mèches, voilà. Alors, le MR 2200AC, je vois qu'on a aussi la question dans le chat, et le RT 2600AC vont bien sûr recevoir SRM 1.3, ce qui leur permettra, du coup, pour le MR, ça lui permettra du coup de créer un réseau mesh avec le nouveau RT 6600AX. Alors, on me demande une date dans le chat. C'est en juin, c'est en septembre actuellement, mais on travaille dessus. Alors, je ne vous le cache pas, hein, je ne le sais pas moi-même, il faudrait que je vérifie, mais je pense que ça devrait arriver, on va dire, d'ici les prochains mois, sans faire de promesses, on va dire, plus détaillées. Après l'été, alors entre maintenant et la fin de l'été. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sera, mais on travaille dessus. Hein, je vous rassure, on a entendu toutes les demandes des gens qui voulaient faire leur mesh avec le nouveau RT et le MR. Ah oui, non, mais parce que ayant une grande maison, n'étant pas cloîtré dans un petit appartement parisien, voilà, j'ai des gros murs et donc moi perso, il y a quand même il y a le routeur, c'est une chose qui est enfermée dans une armoire 19 au fin fond du local technique. Et après, il y a 3 MR pour répartir le Wi-Fi. Donc, c'est sûr que ça a son importance, cette petite mise à jour. Absolument. Alors, en attendant, il est aussi possible de faire un mesh avec plusieurs RT 6600. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé des problèmes de positionnement et de quantité. Si je commence déjà par les réserver une dizaine de 6600, je ne suis pas sûr que ça va passer. Non, mais vous inquiétez pas, la mise à jour arrivera bientôt. Il y a une question de coût qui est importante. Okay. Bien sûr. Plein d'autres questions encore. Alors, on ne pourra pas répondre à tout le monde, je pense. Je remonte, mais je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir son micro, peut-être pour poser une question. Il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si... non, tu as demandé que les gens ne le fassent pas, donc les gens ne le font pas, ils sont disciplinés. Non, ils sont disciplinés, mais allez, on garde 5 minutes encore, s'il y a d'autres questions, s'il y a quelqu'un qui veut... Je peux me lancer éventuellement. Vas-y, Rémi.
Oui, alors moi je parlais de Vim tout à l'heure, on m'a répondu. Donc effectivement, il y a un partage SMB, on peut venir sauvegarder les serveurs sur Synology. Moi je parlais plutôt de l'inverse. J'ai un partenaire qui a en fait un data center. J'ai beaucoup de petites PME, donc un peu comme Olivier, donc vraiment des PME de 5-6 personnes qui, avec un Il y a Syno quelqu'un ou qui a une marque entendu quelque chose? concurrente. Ah, vous m'entendez? Oui, Oui. moi, c'est bon. Bon, Écoutez. bon, Jérémy. Ok, donc je disais oui, donc effectivement j'ai pas mal de petites PME. Moi, j'ai pas entendu la question. Alors je vais répéter, donc du coup, voilà, j'ai pas mal de petites PME, donc j'ai beaucoup de Sino Rempart, qui est une autre marque concurrente, on ne citera pas, les deux sont très bons produits. Par contre, ayant donc un partenaire qui pourrait, chez lequel j'héberge des données, il me manque ce petit connecteur Vim qui permettrait de sauvegarder les données du NAS vers ce data center. Et je n'ai pas trouvé ce connecteur sur le store, tout simplement. Il me semble qu'on avait un paquet Vim, mais c'était probablement sur 6.2, donc je ne suis pas sûr qu'il ait été porté sur DSM7. Et sinon, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire la sauvegarde depuis le serveur Vim et donc de considérer le NAS à sauvegarder comme un partage SMB? Pas possible puisque ce sont sur deux sites différents qui sont totalement interdépendants. Et la dépendance se fait en tout cas sur différentes sociétés via ce connecteur Vim. D'accord. Parce que normalement, alors je ne suis pas spécialiste sur Vim, hein, donc je ne pourrais pas, je pense, répondre en détail à la question. Mais si vous voulez, on pourra en rediscuter un peu plus tard. Je vais mettre une adresse email dans le chat. C'est france@synology.com. Si vous avez des questions à la suite de cette présentation, n'hésitez pas à contacter cette adresse et on pourra discuter plus en détail de tout ça. Super. Eh ben, merci à tous. On va clôturer. On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave, c'était important. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui... Juste Oui, Bruno. je dois juste passer un truc pour Willy. Active Backup Office 365 marche très très bien. C'est même pas la peine d'envisager d'acheter une solution dite professionnelle qui te fera la chose. Le Sino, le compte, il faut un compte, par contre, Global Admin dans l'Azure, et tu lances et ça fait tout seul. Et ça marche nickel. Voilà. J'en ai pas parlé, c'est vrai que c'est une petite option qu'on utilise. Et on ne pouvait pas tout dire. Mais peut-être qu'on recommencera ce système. Je trouve bien ce format de table ronde. Et s'il y a besoin de choisir un modèle pour faire ça, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Nous, on peut aussi vous guider pour choisir le bon NAS en fonction des différents critères dont vous avez besoin. Et on peut vous recommander les solutions ou fournir des guides et de la documentation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Synology si vous avez besoin d'aide sur un produit ou une solution. On est toujours ouvert à tout ça. Si je peux me permettre un dernier conseil avant de partir, ouais. Quoi qu'il se passe, si vous posez des questions sur formatage, quoi que ce soit, on ne se pose pas de questions. C'est BTRFS, c'est des choses comme ça. On applique bêtement les best practices recommandées. Historiquement, j'ai des vieux NAS qui sont encore en EXT4. Il y a certaines fonctionnalités comme par exemple Active Backup. Active Backup, oui. La faire parce qu'il nécessite d'être en BTRFS pour la gestion des blocs de data et de la déduplication. Exactement. Voilà. Si vous ne voulez pas vous amuser à recommencer une installation dans la foulée, faites pas la bêtise, tout de suite, les bons formats. Merci Bruno. Merci Olivier. Pas de souci. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite effectivement une bonne journée. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bien sûr. À bientôt.